Alors bonjour TEDx, je suis vraiment très content d'être là. Bonjour la voix, je ne sais pas si on dit comme ça, la voix ou la voix off. J'aimerais avoir la même voix parce que quand je travaille avec les enfants, je suis sûr que ça aurait un effet apaisant. J'ai un côté un peu voix Terminator qui des fois repousse un peu. Alors bon, je vous l'ai dit, je suis psychologue, je travaille avec des enfants principalement, un peu avec des adultes, mais avec les enfants, une grande partie de mon travail, consiste à jouer avec eux. Un enfant qui ne joue pas est un enfant qui est malade, qui ne va pas bien. Et comme vous êtes tous de vieux enfants, si vous n'avez pas joué au moins cette semaine, au moins une fois, eh bien, probablement, vous êtes en train de préparer la réflexion de la cuisine d'un de mes collègues. Donc, essayez de jouer, c'est toujours important. Alors, le jeu. Ah, il y a un retour avec l'heure, c'est très bien. Le jeu, pourquoi c'est important? Parce que ça permet d'établir des contacts, de nourrir l'imaginaire, etc., etc. Il y a un jeu que vous devez connaître et qui a été affiché ici, c'est le jeu de ricochet. Vous prenez un caillou sur une plage et puis vous le jetez dans l'eau, et puis ça fait des ricochets. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors le ricochet, c'est un jeu qui est tout à fait banal, mais comme tous les jeux, il est très très important parce que jouer avec une pierre et puis un plan d'eau, c'est faire autre chose avec la même chose, c'est se montrer créateur. Quand on joue au ricochet, qu'est-ce que l'on fait? On lutte contre les pesanteurs, contre la pesanteur, et on lutte aussi contre les pesanteurs, les choses qui nous amènent et qui nous attirent vers le fond. Alors on va essayer de jouer ensemble, on va lancer un caillou, on va faire 2-3 ricochets, je fais semblant de ne pas savoir, mais en fait je sais parfaitement, il y en aura 3. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais on va s'arrêter à 3. Premier ricochet. Premier ricochet, ça commence à Königsberg, première moitié du 19e siècle. J'ai un côté un peu Doctor Who, alors je suis capable de me voyager dans le temps. Donc à Königsberg, qu'est-ce qui se passe? Il y a 7 ponts sur cette bonne ville et un des jeux des habitants de la ville est de demander à leurs enfants s'il est possible de faire une promenade qui passerait par tous les ponts et revenir sur le point de départ. Alors les enfants se cassent beaucoup la tête et ils n'arrivent bien entendu pas à trouver la réponse parce que les adultes sont souvent facétieux avec les enfants. Et un jour, bien évidemment, il y a un enfant qui arrive, il s'appelle Euler, il est mathématicien et il trouve la réponse. Alors je vous laisse chercher la réponse, hein, vous la trouverez assez facilement avec Monsieur Google ou votre moteur de recherche favori, ou simplement en vous cassant un peu la tête. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que Euler va fonder une nouvelle discipline, 2 disciplines, importantes pour le propos d'aujourd'hui. Alors la première, c'est qu'il crée une nouvelle forme de jeu mathématique. Les mathématiciens sont de grands enfants, ils adorent jouer, on ne comprend pas toujours leur jeu, sauf si on est soi-même mathématicien. Et il lance la mode des énigmes mathématiques de ce type-là. La seconde chose qui est importante, c'est qu'il va fonder mathématiquement ce que l'on va appeler des années plus tard l'analyse des réseaux sociaux, la théorie des graphes. Alors on va faire un saut, on était à la première moitié du 19e et on va arriver en 1947 avec un monsieur qui s'appelle Jacob Moreno. C'est un monsieur qui est un peu fantasque, un peu bizarre. Il fonde une nouvelle technique thérapeutique qu'on appelle le psychodrame. Et quand il rencontre Freud, il lui dit ben moi je commence là où vous vous arrêtez, vous vous occupez de psychologie individuelle, moi je m'occupe de groupe. Alors, il a comme idée de donner une représentation graphique des relations sociales. Il travaille dans un pensionnat de jeunes filles. Ce ne sont pas des jeunes filles de bonne famille, ce sont des jeunes filles qui ont été placées par les juges et il leur demande de noter sur un bout de papier avec qui elles aimeraient être, dans quel pavillon elles aimeraient être. Et il note qu'on obtient des représentations graphiques très particulières. Il y a des personnes qui sont des stars, ce sont les personnes qui sont toujours citées par toutes les autres. Et puis il y a les isolés, il y a les parias, il y a celles qu'on laisse de côté. Et son idée est qu'avec cette représentation graphique, on peut avoir une représentation assez précise de la cohésion de l'ensemble. Et plus l'ensemble est cohésif, mieux c'est pour tout le monde. Et il note que cette représentation graphique permet même de suivre des projets sociaux, parce que dans cet établissement, quand une dizaine de jeunes filles fuguent, c'est une dizaine de jeunes filles qui sont dans le même cluster, il n'utilise pas ce mot-là, mais c'est l'idée, dans le même groupe de personnes, toutes celles qui s'étaient choisies entre elles fuguent en même temps.
Des années plus tard, on est en 47, on va aller dans les années 60, puis de l'autre côté de l'Atlantique, vous voyez, le ricochet, ça peut nous porter loin. Donc on arrive du côté de Harvard avec un monsieur que vous devez connaître qui s'appelle Stanley Milgram. C'est un sociologue, du coup je me trompe, un psychologue. Et ce psychologue veut savoir comment la société américaine est cohésive. Est-ce que les gens sont liés les uns aux autres et comment est-ce qu'ils sont liés? Alors pour cela, il prend deux villes qui sont très éloignées l'une de l'autre, mais sociologiquement. C'est Wichita dans le Kansas et puis Omaha dans le Kentucky. Alors ce sont des sociétés, des villes qui sont très différentes sociologiquement et dans l'idée de Milgram, il y a peu de chances que des personnes de Wichita connaissent des personnes de Omaha, alors même qu'il n'y a que 400 km à faire, 400 km en 1964. Dans votre magnifique Ford Mustang, vous les faites en même pas 6 heures. Bon. Mais alors, il invente un dispositif expérimental, il donne aux habitants de Wichita une enveloppe en leur demandant de la poster, de l'envoyer à une personne qui se trouve dans l'État à côté. Et la consigne est que s'ils ne la connaissent pas directement, il faut poster la lettre à une personne dont ils pensent qu'elle pourrait la connaître ou qu'elle pourrait connaître quelqu'un qui connaît, etc., etc. Et il récupère les résultats. Il y a une lettre qui arrive à destination en 2 bons. Alors, Milgram est tout à fait stupéfait. Il y en a une autre qui arrive en 17 bons. Ça lui semble assez extraordinaire, mais quand même. En moyenne, les lettres mettent 5,5 bons pour arriver à destination. Et c'est de là que vient l'expression 6 degrés de séparation, qui n'a pas été inventée par Milgram. Milgram, c'est vraiment un psychologue, c'est un gars sérieux, il fait de la science. Et là, les 6 degrés de séparation ont été inventés par un metteur en scène qui a écrit une pièce de théâtre. Alors, 5,5 ou 6 degrés de séparation, c'est vraiment court. Ça veut dire que aux États-Unis, puis par extension dans le monde entier, eh bien, tout le monde se connaît plus ou moins et que l'on peut, en voyageant de lien en lien, d'amis en amis, de connaissance en connaissance, finalement faire le tour du monde assez rapidement. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend déjà des choses que l'on savait déjà, mais c'est toujours intéressant de les voir sous un autre angle. C'est comme ça qu'on fait de la science. On apprend les choses d'une façon, puis d'une autre. Donc ça nous permet de revisiter une vieille notion qu'on appelle en psychologie l'homophilie. L'homophilie, c'est quoi ? Ça veut dire que les personnes qui se ressemblent s'assemblent. C'est pour ça que les hipsters vont toujours par 2 ou 3, et que les barbus sont toujours ensemble, et que les rastas vont par bande, etc., etc. Bon, donc ça, c'est une notion qui est bien connue, qui s'assemblent, se ressemblent. C'est une notion qui est vraiment importante puisqu'elle s'enracine profondément dans notre toute petite enfance. Quand je dis petite enfance, je vous parle des premières semaines de vie. Les psychologues du développement ont montré que dans les premières interactions du bébé avec sa mère, parce que généralement c'est la mère qui fait quand même le job, même s'il y a des papas, paraît-il, qui sont aussi compétents que des mamans, ce qui peut arriver, ma foi. Mais bon, on va utiliser le terme générique mère, même si la mère peut être un hipster. Alors on va garder ça. Donc, les psychologues du développement ont montré que lorsque un adulte s'occupe d'un enfant, il y a toute une danse mimo-gestuelle et affective qui fait que les états affectifs de l'un s'accordent avec les états affectifs de l'autre. Et c'est comme ça que, petit à petit, l'enfant intègre de façon très profonde et très inconsciente aussi des éléments affectifs et puis relationnels, des histoires, etc., etc. Du coup, dès que je parle des bébés, je me perds. Donc là, oui, alors, donc, où est-ce que j'en étais? C'est une vieille notion, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui s'enracine profondément dans l'histoire de chacun, hein, et c'est quelque chose qui est même enraciné dans notre biologie, puisqu'on a chacun dans notre cerveau des neurones miroirs, c'est-à-dire des neurones qui se déclenchent, non pas lorsque nous faisons quelque chose, mais lorsque nous regardons quelqu'un comme nous faire quelque chose. Vous regardez quelqu'un jouer au tennis, eh bien, vous avez les neurones moteurs qui permettent le mouvement du coup droit qui s'activent. Ça marche aussi pour le Kyodo, donc il n'y a même pas besoin de s'entraîner. Alors, l'homophilie, donc c'est quelque chose qui est tout à fait que l'on retrouve. La seconde chose qui est importante, c'est que les éléments sur lesquels les comportements se construisent
sont beaucoup plus sociaux qu'on ne le pensait. Alors au départ, on pensait que finalement, on était influencé juste par nos amis. Hein. On est tous dans la même salle, normalement, on vit à peu près tous les mêmes émotions, on a à peu près tous les mêmes pensées, surtout si vous êtes largement captivé par les choses magnifiques que je suis en train de vous dire. Mais ça va un peu plus loin. Ça va un peu plus loin parce qu'on est aussi influencé par non seulement nos amis, nos proches, notre famille, nos parents, mais les amis de nos amis. On a pu montrer, par exemple, des choses aussi étonnantes que le suicide, quand on y pense, on y pense généralement comme quelque chose qui est un acte intime. C'est que chacun a sa vie, sa trajectoire, et certains choisissent celle-là plutôt qu'une autre. Mais en fait, on a pu montrer que le suicide était aussi déterminé par des lois sociales. C'est quelque chose qui est, pour une part, ancien, puisque déjà Durkheim a écrit un gros livre sur le suicide, donc il a montré les composantes sociales du suicide, mais avec les techniques qui nous viennent de l'analyse des réseaux sociaux, avec les techniques qui nous viennent, les connaissances qui nous viennent de la théorie des graphes, eh bien, on a constaté que ça allait beaucoup plus loin que cela. On a pu constater qu'un adolescent ou une jeune personne était plus à risque de commettre un suicide lorsque un proche de sa famille ou de son réseau d'amitié avait fait un suicide, mais ça marchait aussi lorsque un ami de ses amis avait fait un suicide. Donc ça veut dire qu'on est non seulement influencé par nos proches, mais on est influencé par nos lointains, par les amis de nos amis, par les amis des amis de nos amis. On a pu montrer aussi que ce n'est pas simplement une question d'influence et de lien, c'est une question aussi de structure du réseau. Lorsque vous êtes dans un réseau social qui est fragmenté, lorsque vous êtes un peu isolé dans votre réseau social, vous avez plus de chances de commettre un suicide. Chance au terme probabilité, hein, que l'on s'entende bien. Lorsque vous êtes dans un réseau social où les gens ne se connaissent pas, par exemple vous connaissez la personne A et vous connaissez la personne B, mais A ne connaît pas B, eh bien les probabilités de commettre un suicide sont aussi plus grandes. Donc vous voyez que non seulement on est des êtres sociaux, on construit des réseaux sociaux, comme on dit maintenant, des relations sociales, mais ces relations sociales nous construisent aussi de façon tout aussi importante. Elles nous façonnent de la tête aux pieds. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. On n'est pas simplement ce que l'on est en fonction de notre histoire, de la façon dont on se la représente, de la façon dont on transforme les choses. On est aussi très largement transformé par des choses qui nous viennent de notre horizon. Alors, ce que l'on a pu montrer, c'est que non seulement le monde, on était dans des groupes qui étaient régis par la loi des 6 degrés de séparation, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je suis à 6 pas ou à 6 personnes d'une poignée de main avec Barack Obama ou avec Nicolas Sarkozy ou avec le Dr Wu, qui sait. Hein. Et ça, c'est une chose qui est importante. Mais une autre chose qui est peut-être encore plus importante, c'est que nous sommes à 3 degrés d'influence. 3 degrés d'influence, ça veut dire que je suis influencé, moi, par mes proches, les amis de mes amis et les amis des amis de mes amis. Ça marche pour moi et ça marche très probablement aussi pour vous. Alors on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi 3 degrés? Pourquoi pas 4, 5 ou 6 hein? Alors les idées que l'on a eues, nous, la communauté des chercheurs, ou plutôt le chercheur qui a proposé ces premières hypothèses, est que finalement ces 3 degrés sont un héritage de l'histoire de l'humanité. Très probablement, au début de l'humanité, dans les premiers groupes sociaux, l'humanité n'allait pas bien plus loin qu'aux 3 degrés de séparation. Donc il n'y avait pas besoin d'être influencé par des personnes qui sont au-delà des amis de mes amis. Ça n'avait aucun sens. Et comme maintenant, on vit dans un monde qui est beaucoup plus grand que le monde de Lucie, eh bien, on pourrait être influencé par des personnes qui sont au-delà de ces 3 degrés, mais il y a le poids de l'héritage qui est là. La seconde raison, c'est que finalement, le signal se perd dans le réseau. Lorsque je suis influencé par quelque chose ou par quelqu'un, que ce soit émotionnel ou que ce soit une idée, c'est toujours un signal qui se transmet de proche en proche. Et il est probable que le signal, au bout de 3 itérations, soit dégradé. Pensez par exemple au téléphone arabe, on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit. Au bout d'un moment, on arrive à une histoire tout à fait différente et le réseau transmet une nouvelle histoire différente de la première.
Et enfin, la troisième raison qui expliquerait le fait que finalement on ne soit pas influencé à plus de 3 degrés de séparation tient à la structure même du réseau qui ferait que l'information en arriverait à se perdre. Donc au final, qu'est-ce qu'on a à partir de ce jeu d'enfant où on jetait des cailloux sur un plan d'eau, on a la prise de conscience qui me semble de plus en plus nécessaire que les choses sont liées. On vit finalement dans un petit monde, un très très petit monde. Vous imaginez, on est quand même quelques milliards séparés par 3 degrés de séparation, c'est vraiment pas beaucoup. Ça, c'est déjà une première chose. Et c'est quelque chose d'autant plus important si l'on prend en compte le fait que non seulement il n'y a pas 6 degrés de séparation, mais il y a 3 degrés d'influence. Essayez de compter. Ça veut dire que si moi j'ai 10 amis et que tous mes amis ont 10 amis, ça veut dire que je suis influencé par plusieurs milliers de personnes dont je n'ai absolument pas conscience. Et ça, c'est vraiment, je crois, la chose qu'il faut que l'on garde tous en tête, ce que nous sommes intimement, ce que nous sommes dans le secret de nos pensées, de nos forces intérieures, nous le sommes aussi parce que nous le devons à plus d'un autre. Nous sommes constitués, construits, je cherche un mot qui soit suffisamment fort, façonnés par des influences dont certaines sont des influences de nos cercles familiaux et du cercle de nos intimes dont nous pouvons avoir conscience, mais surtout et encore par des influences qui nous sont étrangères. Encore que, pas tellement étrangères, parce que même à 3 degrés d'influence, même à 6 degrés de séparation, eh bien, nous sommes toujours influencés par d'autres êtres humains. Donc, c'est le moment de conclure. J'aurais envie de vous dire qu'il faut vraiment prendre conscience de cela et peut-être qu'on peut en prendre d'autant plus conscience si on utilise une formule que moi j'aime bien, mais aussi je l'aime bien parce que c'est moi qui l'ai inventée, donc je vais vous la donner. La formule, c'est la suivante, c'est que finalement, la vie est un long fleuve de ricochets. Je vous remercie.